Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à l'émission Zoom Appalaches. Cette semaine, nous recevons M. François Descaries, le directeur général de la CEF de la région. Nous aurons comme sujet à l'émission le droit des locataires. Alors, sans plus tarder, je vous laisse, M. Descaries, vous présenter. Oui, bien, merci beaucoup. Merci de l'invitation. C'est un bon moment pour parler de droit des locataires. Souvent, les hausses de loyer rentrent entre le 1er janvier et le 31 mars. Parce qu'en fait, c'est les délais qui sont prescrits par la loi. Puis vu que presque tout le monde déménage le 1er juillet, c'est souvent un moment important là, dans la réflexion des locataires. Donc, merci de m'inviter. Comme vous disiez, je m'appelle François Descaries, je suis directeur à la CEF, Appalaches-Beauce-Sept-Chemins. On est une association de consommateurs qui travaille beaucoup sur le budget, l'endettement, les droits des consommateurs. Mais on a aussi un mandat d'accompagnement puis d'aide d'information auprès des locataires. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment du sujet des locataires que je vais aborder. Puis, comme je dis souvent, je ne suis pas avocat. Donc, c'est des questions qui sont plus de nature juridique. Là, vous pouvez toujours consulter des avocats, mais je vais essayer de vous donner de l'information qui va vous être utile, je l'espère. D'accord. Alors, on va débuter par le début. Normal. Oui. Trouver un logement. Oui. Oui, bien en fait... De quelle façon on s'y prend? Est-ce qu'il y a des étapes? Je vous laisse expliquer. Bien oui, en fait, c'est vraiment le début parce que avant de penser au droit, c'est de prendre des bonnes décisions puis de faire des choix éclairés. Donc, parce que on peut éviter bien des problèmes si on est prévoyant. Fait que la première chose, c'est de réfléchir à ça. Trouver un logement, à quoi on pense immédiatement, c'est au prix. C'est la première chose que les gens vont regarder. Ils vont dire, bon, ben, je me cherche un 4,5, un 5,5. J'ai un enfant, j'ai besoin d'une chambre à coucher de plus. Puis les gens vont regarder le prix. Puis évidemment, c'est la première chose à regarder. Est-ce que j'ai les moyens? Est-ce que cet appartement-là correspond à mes besoins? Puis est-ce que je vais pouvoir le payer? Attaché au prix, nous, on invite tout le temps les gens à aller sur le site d'Hydro-Québec. C'est en fait, en rentrant le code postal et l'adresse d'un logement, on va avoir la consommation de l'année précédente. Donc, je regarde un appartement GCG XXXX au 202 d'une certaine rue. En cliquant Soumettre, le site web d'Hydro-Québec va nous permettre de savoir, oh, il y a eu 1200 $ de consommation d'électricité l'année passée, donc 100 $ par mois, un 4,5, c'est raisonnable. Ou il y a eu 2400 $, puis un 4,5, j'ai déjà vu des 4,5 qui coûtaient 2500 $ à chauffer pour une année. Donc, c'est toute une différence. Si l'appartement nous coûte 450 $, mais qui nous coûte 200 $ à chauffer, puis que l'autre est à 550, mais il nous coûte 100 $ à chauffer, on pourrait peut-être avoir une meilleure qualité, mais le prix total va être le même. Donc, de chercher selon notre budget, mais de s'assurer que le prix de l'électricité, dans le fond, n'est pas trop important. C'est particulièrement important ici à Thetford, à Disraeli, à East Broughton aussi. Le parc locatif est assez vieillissant. Donc, il y a ce qu'on appelle dans le jargon des passoires, des appartements qui sont mal isolés, qui peuvent être très, très dispendieux à chauffer. Fait que la première chose à vérifier. Et est-ce qu'on vérifie aussi les services, dépendamment si on a un auto ou pas? Absolument. Puis les écoles, l'épicerie. Oui, dans les coûts, effectivement, si on est à proximité des services puis qu'on peut éventuellement penser d'avoir juste un auto, l'auto est souvent la dépense budgétaire qui est la plus sous-estimée chez les consommateurs. Évidemment, si on est un couple avec un enfant, 2 enfants, puis que le fait qu'on soit proche d'une épicerie, proche de l'école, du service de garde, du travail d'une des 2 personnes, on peut peut-être avoir un appartement de plus grande qualité, plus cher, mais se débarrasser d'un des véhicules, puis on va très bien arriver. Fait qu'effectivement, la localisation, on regarde est-ce qu'on a besoin d'un meublé, semi-meublé, il y a tout ça qui existe aussi, chambre, est-ce qu'on veut un appartement, plusieurs chambres à coucher? Tout ça, on doit le regarder aussi. Est-ce qu'on veut vivre avec des colocataires? Parce que souvent, il y a des gens qui sont en appartement, il y a beaucoup d'étudiants. Vivre avec des colocataires. Est-ce qu'on veut que l'appartement soit à mon nom, puis je me prenne des locataires, ou est-ce qu'il soit solidairement à nos 2 noms? Ça, c'est des petites questions qu'on doit se poser. D'ailleurs, par rapport aux colocataires, si vous décidez d'aller en colocation, je ne sais pas si vous allez aller en colocation bientôt, mais peut-être nos auditeurs, oui. Ce qui est important, nous, on recommande tout le temps de remplir une petite convention de colocation. Ça, là, c'est un petit contrat. Ça tient souvent sur une page. C'est là-dedans qu'on départage tout. Bon, bien, l'électricité, c'est moi qui la paye. Toi, tu payes le câble, l'Internet. Ou toutes les dépenses communes sont divisées en 2.
mais c'est quoi les dépenses communes? Est-ce que moi, la TV, je ne l'écoute pas, est-ce que ça devrait être inclus là-dedans? Donc, de bien définir ça directement au début, on évite des problèmes. Donc, avant de parler de droit des locataires, c'est d'essayer de prévoir et d'éviter le maximum de problèmes. Ça, c'est la première des clés. Par la suite, il faut vraiment étudier le bail. Oui, en fait, on trouve un appartement qui nous intéresse. Là, on rentre dans le processus de contrat, ce qui est le bail au Québec. En fait, on signe le bail, qui est un document obligatoire, qui est normé. Ça coûte quelques dollars. Là. On peut trouver ça dans les librairies. Puis, c'est un contrat qui doit être fourni par le propriétaire. C'est très bien fait. Toute la loi est inscrite dedans. Au verso, on va avoir les dispositions du Code civil qui s'appliquent à tous les articles. C'est vraiment un document qu'on invite à faire. Il faut savoir qu'un bail verbal est une entente aussi. Fait que, vous arrivez, vous voulez me louer un appartement, je vous dis c'est 450, ça inclut l'eau chaude, puis l'éclairage et le chauffage. On a une entente verbale qui est un bail quand même. Ces bails verbaux-là sont tout le temps à durée indéterminée. Donc, on peut mettre fin à un bail verbal 30 jours de préavis de la part du locataire. Mais ça reste une entente. Des fois, les gens pensent que on s'est juste entendu comme ça sur le coin de la table. Non, ça reste une entente légale. C'est juste que la démonstration est plus difficile, évidemment. De qu'est-ce qui est entendu. Si jamais il y avait un litige. S'il y a un litige, bon, qu'est-ce qui s'est dit dans le bail verbal? C'est tout le temps... On recommande à la personne de faire ça. Mais il ne faut pas penser... On pense parfois à tort que parce qu'on s'est entendu oralement, que ça n'a pas de valeur légale. C'est faux. Ça a une valeur légale. C'est la démonstration qui est difficile à faire en cours, par exemple. Fait que, qu'est-ce qu'on met dans le bail? En fait, les choses à regarder, c'est beaucoup la durée du bail. Est-ce que c'est un bail d'1 an? C'est souvent le cas. Hein? Souvent, les gens vont rentrer au 1er juillet, sortir au 30 juin. C'est souvent des durées déterminées. Si c'est à durée indéterminée, en fait, comme je mentionnais plus tôt, c'est une case qui peut être cochée. Puis, en fait, ce que ça change, en gros, c'est que le locataire peut quitter avec un préavis de 30 jours. Donc, c'est plus simple à quitter. En fait, c'est un préavis d'1 mois. Il y a une petite nuance là, qui n'est pas très importante, mais qui l'est quand même. Ça peut jouer d'un jour. En fait, c'est ça, ça peut jouer d'un jour, mais bon, on ne rentrera peut-être pas là-dedans. Ce qu'on inscrit au bail aussi, c'est ce qui est entendu. Vous louez le 2e étage d'un duplex. Est-ce que j'ai accès à la cour? Est-ce que j'ai du rangement? Est-ce que j'ai 1 ou 2 cases de stationnement? Il se trouve où, le stationnement? Il y a une fenêtre qui est cassée. Est-ce qu'elle va être réparée ou elle va être laissée comme ça? Est-ce qu'il y a des trous, des choses comme ça? Est-ce qu'il y a des réparations qui sont à prévoir? On les inscrit toutes au bail, parce que sinon, c'est difficile à faire appliquer. Puis le fait qu'on dit, bien, regardez, vous me dites, ça, je vais le réparer. Parfait, on va l'indiquer au bail, puis on va mettre une date à côté. Ça va être réparé d'ici l'hiver 2020. C'est clair, on s'entend. Puis dans le fond, d'accord, moi, j'accepte. Parce qu'en fait, si on aménage dans un appartement, puis par la suite, on dit « Ah, il y a des trous dans le mur, puis tout le kit », je suis désolé, vous avez visité l'appartement, vous avez constaté les problèmes, puis vous avez accepté de signer le bail quand même à un prix déterminé. Ce qui était déjà là, vous ne pouvez pas le demander après, dire hey, « ça n'a pas d'allure qu'il y ait des craques comme ça ». Mais non, tu l'as vu, tu l'assumes. Fait que ça, à posteriori, ça ne marche pas. Là. Puis des fois, on pense qu'on peut faire quelque chose à posteriori. Si la personne a accepté, dans le fond, un appartement dans une certaine situation, elle ne peut pas contester. Si je comprends bien, une fois que c'est signé, on ne peut pas revenir. On ne peut pas dire « Hey, j'ai oublié telle chose ». Le propriétaire peut dire « Ben là, regarde, le bail est le même ». Ou le locataire va dire au propriétaire « On a signé ça, puis ça va rester comme ça ». Évidemment, si le propriétaire le dit puis il l'a juste pas mis dans le bail, bien, il serait mal avisé de pas le faire quand même, parce que ça peut être contesté. Mais je vous donne un exemple. Il y a quelqu'un qui était venu nous voir, puis il me disait vraiment le plancher a des grosses craques, puis ça fait des écharpes, puis tout le kit. Puis dans le fond, il a dit ah, est-ce que c'était comme ça quand tu as aménagé il y a 6 ans, puis ça faisait un bout qu'il était là. Il dit ah oui, ça a tout le temps été comme ça. Malheureusement, cette personne-là peut s'essayer, mais c'est difficile d'entreprendre des recours dans des situations comme ça, de demander qu'il refasse un prélat, qu'il mette un prélat par-dessus le plancher, si l'appartement, quand il l'a visité, il était comme ça. Ceci étant dit, s'il y a un dégât d'eau qui se passe, puis dans le fond, là, on rentre en fait dans les obligations du propriétaire. S'il y a un dégât d'eau qui se passe, si quoi que ce soit, il y a un incendie au rez-de-chaussée puis qu'il y a des trous qui sont faits, des choses comme ça, le propriétaire a l'obligation de maintenir l'appartement dans un état convenable, là, qui permet la jouissance des lieux. Fait qu'il y a l'obligation de réparer
les bris qui sont faits. Donc, le propriétaire a certaines obligations, ça c'est sûr, certain quand même. Là, on parle d'incident, ça m'amène à poser une question. Est-ce qu'il faut noter sur le bail que le locataire a l'obligation d'avoir une assurance? En fait, ça peut être demandé. Puis nous, on recommande aux gens de prendre une assurance responsabilité civile. Assurance responsabilité civile, il y en a pour moins de 200 $ par année. Ce n'est pas nécessairement quelque chose, c'est une dizaine de dollars, c'est 15 $ par mois qu'on peut trouver. Ça peut éviter bien des problèmes. C'est quoi une assurance responsabilité civile des locataires? C'est je suis en train de prendre un bain, j'ai un appel puis, qui me prend beaucoup de concentration, puis j'oublie que je suis en train de couler un bain, puis il y a un dégât d'eau, puis ça occasionne des dommages aux locataires d'en bas, ça TV reçoit l'eau, puis tout le kit. En fait, c'est mes assurances qui vont couvrir les dommages faits à autrui. Et tes propres dommages aussi, je présume? Pas nécessairement. Non. Pas nécessairement. En fait, en règle générale, pour la responsabilité civile des locataires, non. C'est vraiment c'est ta responsabilité civile auprès des autres, puis auprès des bâtiments. Le voisin brûle à cause que tu as fait un feu chez vous, mais c'est des choses qui seraient couvertes par une assurance responsabilité civile. L'autre avantage d'avoir une assurance de ce type-là, c'est que tu as une relation contractuelle avec un assureur. Fait que si ton voisin a un dommage comme ça, puis que ça l'endommage ta maison, ça l'endommage tes biens, tes avoirs, mais en fait, si lui n'a pas d'assurance, puis toi, tu n'en as pas non plus, bien, c'est les assurances du propriétaire qui devraient couvrir ton litige. Mais là, il faut que tu te retournes vers ton propriétaire qui va couvrir tes biens meubles, mais que c'est lui qui va pouvoir entrer en relation avec tes assurances. Des fois, il y a des délais, des fois, c'est très, très, très complexe. Alors que si j'ai déjà une relation d'assureur avec un assureur, c'est les deux assureurs qui vont s'arranger à la suite. C'est mon assureur qui va me dédommager, puis après, c'est l'autre assureur qui va couvrir. Fait que ça peut faciliter. Le fait d'avoir une petite assurance, ça peut être une grosse assurance, ça peut faciliter. Nous, on recommande ce type d'assurance. C'est ça, c'est une recommandation que vous faites. Oui, absolument. Est-ce qu'il y a d'autres droits, pas des droits, mais d'autres obligations du propriétaire? Ben oui, en fait, c'est le propriétaire qui a l'obligation d'assurer la jouissance paisible des lieux. Tous les mots sont importants dans ça. Souvent, on voit des locataires qui ont des problèmes avec d'autres locataires. Évidemment, on est dans un environnement de promiscuité. Quand on a une petite maison unifamiliale chez nous, tout seul, on a nos voisins qui sont un peu loin. Des fois, ils ont leur tondeuse, ça me dérange. Mais évidemment, quand on est dans un environnement où est-ce que les gens sont très proches, dans un triplex où est-ce que les gens sont à côté de l'autre, il peut y avoir des conflits qui apparaissent. Puis c'est assez fréquent. Mais si mon voisin met une musique très, très forte jusqu'aux petites heures du matin, bon, la première chose, c'est d'aviser son voisin, de dire, regarde, je travaille à cette heure-là, est-ce qu'à partir de 10h30, on peut s'entendre qu'on limite le bruit au maximum pour que je puisse être tranquille. Ça ne marche pas, obligé de faire venir la police une fois, deux fois. Mais en fait, l'obligation de résultat, c'est le propriétaire qui l'a. Fait qu'en fait, le locataire doit s'adresser au propriétaire pour qu'il fasse cesser les nuisances de l'autre. Fait qu'en fait, c'est vraiment le propriétaire qui a cette obligation-là d'offrir un appartement qui permet la pleine jouissance. Puis si il ne fait pas les actions nécessaires, bien, le locataire a des recours contre son propriétaire pour ne pas avoir joui pleinement de son appartement. Donc, c'est une obligation du propriétaire de permettre ça, puis de conserver le logement en bon état en tout temps. Même suite à un dégât d'eau, suite à un incendie, bien là, évidemment, il y aurait des abandons de logement ou des reprises, mais c'est vraiment l'obligation du propriétaire. Le locataire a aussi des obligations, évidemment, de payer son loyer, de l'entretenir pour les menus travaux. Tu sais, s'il y a une lumière qui brise, c'est pas au propriétaire d'aller changer la lumière. Mais si la toilette coule, c'est au propriétaire. C'est le propriétaire qui a cette obligation-là. On entend dire assez souvent, en termes de bruit, puis ça peut être permis dans le bail, d'avoir un petit chien qui va japper toute la journée. En fait, ça serait encore... Là, le propriétaire est un peu mal pris. C'est inscrit sur le bail que tu as le droit aux animaux. Non, le propriétaire a une responsabilité de permettre la pleine... Il y a une obligation de résultat. Mais évidemment, ce qu'on voit souvent dans les baux, c'est des dispositions, bien justement, un chien, mais petit. Puis là, qu'est-ce qui est petit? Un chat maximum. Puis ça, c'est des clauses qu'on voit de plus en plus, d'ailleurs. Souvent, les animaux sont de plus en plus interdits là, dans les baux. Ces dispositions-là
une fois qu'ils sont signés, ne peuvent pas être modifiés par le propriétaire. Si c'était pas indiqué que c'était un appartement non-fumeur ou que les animaux étaient interdits, le bail est signé. Après 2 ans, le propriétaire ne pourrait pas dire « Ah, ben je vais changer cette clause-là du bail, donc débarrasse-toi de ton chien. » Parce qu'en fait, ça serait en fait une apparence d'expulsion déguisée. Puis, ce qui m'amène, dans le fond, à un des points fondamentaux dans le droit des locataires, c'est ce qu'on appelle le droit au maintien dans les lieux. C'est vraiment fondamental. Un locataire, une fois que le bail est signé, il a le droit de rester là. Puis un propriétaire ne peut pas dire « Bon, finalement, j'ai trouvé un autre locataire qui était plus intéressant que toi, qui est prêt à payer plus, je vais te donner ton appartement. » Non, vraiment, le locataire est d'une certaine manière chez eux. Puis s'il y a des clauses spécifiques qui permettent la reprise du loyer, des choses comme ça, mais on peut considérer que le locataire a droit au maintien dans les lieux une fois que le bail est signé. Puis ce droit-là est renouvelé bail après bail automatiquement, là. On a vu récemment, quand il y a eu la légalisation du cannabis, il y a plusieurs propriétaires qui sont intervenus pour dire, dans mes appartements que je loue, je ne permets pas la consommation du cannabis. Absolument. Puis en fait, même la loi a été modifiée pour une certaine période parce que, comme je mentionnais, on ne peut pas changer une clause en cours de bail. Puis en fait, un locataire peut s'opposer à une modification de clause entre les bails aussi. Mais la loi a permis ça, justement. Puis là, ça fait un petit bout quand même. Je pense que c'est l'année passée, autour de janvier, que c'était permis, 2019. Mais ce que le législateur a fait, il a dit, pendant 3 mois, les propriétaires peuvent modifier unilatéralement seulement cette clause-là. Dans le fond, donc, peuvent ouvrir leur bail puis dire, dans le fond, aucune consommation de marijuana, je ne sais pas comment ils l'ont spécifié, mais la consommation, le fumage de marijuana est interdite. Puis ça, en fait, le gouvernement a ouvert une porte puis l'a refermée. Maintenant, un propriétaire ne pourrait pas dire j'achète un bloc d'un autre puis qu'il n'y a pas cette disposition-là. C'est pas rétroactif. Non, il ne pourrait pas dire moi, tous mes blocs sont non-fumeurs, fait que je l'impose. Le locataire pourrait tout simplement dire je refuse cette modification-là au bail, puis il n'y aurait aucune chance de gagner, le propriétaire. OK. Maintenant, on va parler de la fin du bail, parce que ça peut être problématique aussi. Oui. Le locataire peut dire « Moi, mon bail est signé, puis je continue à fumer dans mon appart. » Oui, absolument. Puis mais en fait, quand arrive la fin du bail, là, il y a des clauses particulières. Absolument. Fait qu'en fait, comme je disais, en fait, ça arrive, c'est souvent du 1er décembre au 31 mars. On a une fois par année, le propriétaire a une fois par année la possibilité de changer des clauses au bail, c'est au renouvellement. Pour le faire, il doit prévenir le locataire 3 à 6 mois avant la fin du bail qu'il va avoir des modifications au bail. Puis ces modifications-là peuvent être de toutes sortes, mais normalement, c'est des hausses de loyer. Dans le fond, la modification au bail, c'est tu payais 600 $, tu vas monter à 610. Fait que là, c'est une hausse de 10 $. Puis toutes les autres clauses du bail demeurent telles quelles. Mais il pourrait aussi dire je t'augmente de 10 $, puis je t'interdis d'avoir un chien. Donc, dans le fond, là, il y aurait d'autres modifications. 3 à 6 mois avant la fin du bail, le propriétaire doit avoir ayé ça. S'il ne le fait pas, le bail est reconduit automatiquement tel qu'il est. C'était 600 $, tu avais le droit à un chien, on reconduit le bail automatiquement. Si le propriétaire envoie un avis de modification de bail, le locataire a 30 jours, à 1 mois, je me suis encore trompé, à 1 mois. Je vais vous donner la raison pourquoi c'est 1 mois. Oui, bien, j'aimerais. Parce que si tu reçois ton avis de modification le 14 février. OK, tu as jusqu'au 14 mars. Tu as jusqu'au 14 mars, même s'il y a 28 jours en février. Puis j'ai vu un locataire se faire prendre comme ça, il a compté 30 jours, puis c'était pas 30 jours, c'était 1 mois. Fait que c'est vraiment 1 mois. Fait que c'est important. Oui, c'est important. Puis souvent, c'est en février que les gens reçoivent ça. Fait qu'ils ont une couple de jours de moins. Donc, on reçoit un avis de modification. Le locataire a 30 jours pour y répondre. Puis il y a 3 réponses qu'il peut donner. Puis c'est vraiment, le formulaire est fait comme ça aussi. On coche à côté d'une des 3 réponses. La première, c'est « j'accepte ». Bon, l'augmentation de 10 $, ça me convient, c'est normal, c'est de bonne garde. La deuxième, c'est « je quitte ». Donc, je quitte, je m'en vais. Puis la troisième, la deuxième, c'était « je quitte ». La troisième, c'est « je refuse les modifications, mais je demeure ici ». Donc, dans le fond, le locataire dit
ton 10 ou mettons que c'était 50 parce que des fois on le voit aussi, là, d'augmentation, je la refuse, mais moi je veux rester ici. Donc, il renvoie la responsabilité au propriétaire, qui lui aussi a 30 jours pour demander à la Régie du logement de trancher. Puis la Régie va assez vite dans ces cas-là. Là. C'est pas un 6 à 12 mois. Là. Ça se fait assez rapidement, souvent dans les 4 à 8 semaines qui suivent la demande du propriétaire. Fait qu'en fait, c'est vraiment ça la dynamique. Il y a une demande qui peut être faite par le propriétaire. C'est accepter, refuser ou refuser, mais je demeure là. Puis après, c'est le propriétaire qui a la responsabilité. Mais souvent, c'est en négociation qu'on va trouver le règlement. Les gens vont se parler, puis vont trouver une solution qui convient aux deux. Puis c'est tout le temps ce qu'on propose. On dit tout le temps aux gens, là, essayez de trouver une négociation qui est raisonnable, qui s'appuie aussi sur les indices de la Régie du logement, parce qu'on a quand même des indices qui sont publiés à chaque année par la Régie, qui donnent une idée, une estimation de ce que devrait être l'augmentation. Puis si c'est de mesurer, c'est le double, le triple de ce que la Régie dit, bien, en fait, le locataire a des très bonnes chances de gagner. Fait qu'on dit au locataire, bien, regarde, c'est ça l'indice, il te propose une augmentation de 6-7 %. C'est à toi de prendre ta décision. Mais... Ça dépend aussi s'il y a eu des rénovations. Parfois, Absolument. Il y a des fenêtres qui sont changées, la porte patio. C'est ça. S'il y a des rénovations qui affectent la qualité du logement dans lequel la personne se retrouve, s'il y a eu des hausses de taxes municipales, si les coûts de l'énergie ont beaucoup augmenté puis que c'est un loyer chauffé, évidemment, il y a plusieurs critères qui doivent être évalués. Là, puis c'est au locataire de faire la part des choses, puis c'est au propriétaire de fournir les renseignements nécessaires pour que le locataire puisse faire les calculs. Mais tu sais, si les gens sont de bonne foi là-dedans, souvent on trouve des terrains d'entente, là, puis c'est ce qu'on propose tout le temps. Puis en fait, la fin du bail aussi, c'est ça, la fin du bail aussi, ce qui est important de savoir, c'est, tu sais, quand on signe un bail, c'est un contrat souvent d'1 an, puis c'est une obligation de payer notre bail puis de le respecter. Le locataire a vraiment cette obligation-là de respecter son bail, mais il y a 4 situations où est-ce qu'on peut mettre fin à son bail sans arriver à son échéance. Puis très rapidement, ils ne sont pas très, très compliqués, puis ils font bien du sens aussi. Quelqu'un qui devient inapte à occuper son logement. Il est au 2e étage, accident d'auto grave, et plus capable de se déplacer, plus capable de monter les marches. Dans le fond, il y a une disposition qui permet de mettre fin à son bail. Quelqu'un qui a vécu de la violence conjugale, puis on parle souvent de femmes ici, son ancien conjoint la violentait, elle peut quitter, parce qu'en fait, rester là n'est pas sécuritaire pour elle. Fait que ça, c'est des clauses d'exception, comme on dit. Quelqu'un qui a été admis dans un loyer modique, un OMH, en fait, peut donner un préavis de 2 mois puis s'en aller dans ce loyer modique-là. Puis la même chose pour quelqu'un qui a été admis dans une résidence qui offre des soins, notamment des résidences pour personnes âgées. Comme un CHSLD? Ou... CHSLD, mais souvent, c'est plus de résidences privées. Là, parce que CHSLD, c'est un peu... Là, c'est vraiment... plus autonome. Là. Non, tu n'es plus du tout autonome. Souvent, tu n'es plus en loyer privé. Quoique c'est la même chose qui s'applique en résidence privée. Quelqu'un qui décide, mettons, qui est dans une résidence privée pour aînés, qui décide de s'en aller en CHSLD, il peut utiliser ça, puis il n'a pas à payer 1 an de loyer dans sa résidence privée. OK. Quand le logement se libère, que le locataire a dit « je ne renouvellerai pas oui. », le propriétaire veut faire visiter. Est-ce qu'il a des droits de faire visiter? Absolument, oui. Il doit aviser le locataire. Si ma mémoire est bonne, c'est 24 heures d'avance. Là. Il doit l'aviser qu'il va avoir une visite. Les visites doivent se faire, je pense, c'est entre 7 heures le matin et 9 heures le soir. Mais ce serait à vérifier. Mais c'est normé, ces choses-là. Mais oui, le droit de visite pour des visites en cas de location là, est normé dans la loi. Puis, normalement, est assez bien respecté. Le propriétaire a tout le temps le droit d'accès à son appartement, notamment pour faire des réparations urgentes, des choses comme ça. On ne peut pas changer la serrure d'une porte, par exemple. Là. C'est vraiment... Il peut aller voir ce qui se passe. On ne peut pas aller voir ce qui se passe, mais il peut prétexter ça. Il peut, dans le fond, aviser son locataire qu'il va avoir une visite, mais il ne peut pas aller voir ce qui se passe comme ça. Là. Mais mettons que dans les périodes où est-ce qu'il veut sous-louer, il veut relouer un appartement, ça, c'est vraiment très clairement indiqué. Il nous reste peu de temps. Est-ce qu'il y a des recours autres qu'on peut discuter? Bien oui, évidemment... Toujours essayer de négocier avec le propriétaire. D'un autre côté, si le propriétaire est de mauvaise foi, qui ne veut rien entendre, souvent on le voit dans des cas d'insalubrité. Là, des fois, on a vu des cas qui sont très, très, très tristes, là, des jeunes étudiantes notamment, là, avec des enfants qui ont vécu des problèmes de santé à cause d'appartements insalubres. Dans ces cas-là, on peut se retourner vers la Régie du logement. C'est
pas mal tout le temps les mêmes procédures. Si on n'est pas capable de s'entendre dans l'informel, il faut transmettre une mise en demeure, qui est un document écrit, qui dans le fond, signifie le problème, le règlement souhaité, puis donne un délai pour le régler. On transmet la mise en demeure. Si après 10 jours, souvent c'est le délai qu'on donne, n'est pas répondu, on peut se tourner vers la Régie du logement. Malheureusement, la Régie du logement, c'est un tribunal qui est très, très lent. Dans mon livre à moi, il y a une absence de justice parce que ça peut être facilement 12 à 15 mois avant qu'une audience soit entendue. Fait que si les gens vivent dans une situation d'insalubrité, mais qui ne sont pas désastreuses, tu sais, un petit peu de champignons, des souris, des coquerelles, mais qui ne permettent pas d'abandonner le logement, bien, les gens peuvent rester pris dans un appartement longtemps avant d'avoir l'autorisation d'un juge de quitter. Puis nous, on trouve ça déplorable que ce délai-là soit si long que ça. Il y a des nouvelles ressources qui ont été engagées, mais on n'a pas encore vu le résultat. Il n'y a pas de raccourcissement des délais. Hein. C'est encore très, très long. Mais c'est la Régie du logement, le tribunal ultime, si on n'est pas capable de régler nos différends entre un locataire et un propriétaire. Parfait. Je vous remercie beaucoup. Mesdames, Messieurs, je m'adresse principalement aux locataires. Si vous avez des questions auxquelles M. Descaries n'a pas répondu dans cette entrevue-là, vous pouvez toujours contacter la CEF. Ça va lui faire un plaisir de vous renseigner sur vos droits. Alors, merci beaucoup pour votre écoute et à la semaine prochaine.